Les objets connectés envahissent le monde et notre vie quotidienne. Attention, danger, c'est le cri d'alarme lancé par Éric Sadin, l'invité du Grand Angle. Bonjour Éric Sadin. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe, écrivain, on peut même dire poète, ce sont trois mots qui peuvent vous définir? Probablement. Alors en tout cas, selon le quotidien français Libération, vous êtes un des rares intellectuels français à penser le changement de civilisation induit par la numérisation du monde. Vous avez publié d'ailleurs en 2015 La vie algorithmique, critique de la raison numérique. Et puis aujourd'hui, La silicolonisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique. C'est aux éditions L'Échappée. Alors ces deux livres qui se complètent, on peut dire, celui-ci c'est la suite logique du précédent? Oui, celui-ci analyse le fait que la Silicon Valley aujourd'hui incarne l'insolente réussite industrielle de notre temps, qui regorge de groupes qui dominent l'industrie du numérique, les Google, les Apple, les Facebook. On appelle les GAFA. Les GAFA et au-delà, d'autres, les Uber, les Netflix, qui engrangent des chiffres d'affaires qui font rêver les entrepreneurs du monde entier. Et aujourd'hui, la Silicon Valley, c'est plus seulement un territoire, ça a généré un esprit en place de coloniser donc, c'est pour ça que vous dites Silicon Valley, colonisation, parce qu'il y a une colonisation du monde. Voilà, et qui voit, elle se formalise par l'édification d'écosystèmes numériques, d'accélérateurs de start-up, dit-on, et de vallées de par le monde. Aujourd'hui, on peut voir des vallées sur la Terre entière, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ce modèle qui est partout célébré, au-delà d'un modèle industriel et économique, c'est un modèle civilisationnel qui est en jeu, fondé sur ce que je nomme la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation algorithmique de certains secteurs de la société. Alors mais si vous voulez, on peut s'expliquer sur cela. Alors vous dites que c'est pas un hasard que ça naisse en Californie, que ce soit né en Californie, parce que l'ADN de la Californie, c'est la contestation du passé associée à une vision industrielle de l'avenir. Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Silicon Valley, et puis tout l'esprit qu'elle génère, incarnerait une sorte de comble du positivisme, d'un technologisme qui penserait que les technologies dites de l'exponentiel, telles qu'on les nomme aujourd'hui, eh bien, à vitesse exponentielle, vont emporter le monde vers le meilleur. C'est-à-dire, les technologies numériques sont des vecteurs exclusif d'amélioration de toutes choses du monde. Or, les choses ne se passent pas comme ça. Oui, mais on pourrait dire que si on a une vision optimiste des choses, on pourrait dire que ces ingénieurs travaillent pour le bien de l'humanité et que certains appellent ça le progrès. Oui, alors c'est ce qu'ils affirment, sauf ce qu'on ne voit pas, c'est que notamment dans le champ du numérique, c'est que nous entrons actuellement dans un autre moment. Nous ne sommes plus seulement dans le moment de l'Internet, qui nous permettait de voir quantité d'informations de chez soi à des coûts marginaux. Nous entrons dans le moment, vous l'avez évoqué en introduction, des objets connectés, c'est-à-dire de la dissémination tous azimuts de capteurs et de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça va entraîner, ces capteurs alors que ce soit... En quoi est-ce que ces objets connectés ou ces capteurs sont dangereux pour nous? Alors, c'est pas tant une affaire de danger. Vous savez, si nous n'y prenons garde, il va y avoir des capteurs partout. Je vois votre chemise, je ne pense pas qu'elle soit connectée, n'est-ce pas? Encore. Bientôt, elle sera, si nous n'y prenons garde, connectée. La veste, nos lits, les bracelets, les domiciles, les espaces professionnels. Et qu'est-ce que cela induit? Cela induit ce que je nomme une visibilité de plus en plus intégrale de la vie. C'est-à-dire des compagnies privées qui, en temps réel, voient nos comportements de tous ordres. Et cela, en retour, induit une monétisation de cette connaissance. Je vous donne un exemple. Une balance connectée, c'est pas seulement se peser et transmettre des informations, c'est une plateforme qui, en retour, vous propose des compléments alimentaires ou des produits ou des séjours à la montagne en fonction de cette connaissance. Pareil pour un frigidaire connecté, par exemple. Pareil pour un lit, par exemple. Il va y avoir des puces, alors des nouvelles puces dans le lit qui vont quantifier le sommeil. Donc c'est cela que je nomme l'avènement d'une industrie de la vie, c'est-à-dire de collecter des flux relativement à des pans de plus en plus étendus de nos quotidiens et de les monétiser. En fait, vous dites l'intelligence artificielle, parce que tout ça, on appelle ça l'intelligence artificielle, c'est même plus vaste que ça, mais en tout cas, cette partie-là de l'intelligence va organiser nos vies dans l'entreprise, à la maison, dans les déplacements, dans les loisirs. Vous parlez donc de l'avènement d'une industrie de vie et d'une économie adossée au flux de la vie. C'est ça. C'est-à-dire que les objets connectés aujourd'hui, sans la sophistication de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des systèmes qui interprètent en temps réel quantité de situations et qui rétroagissent. Alors rétroagissent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en fonction de la connaissance que des compagnies privées ont de vos comportements, je vous propose quantité de produits et de services
supposé adapté à votre profil, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire pas seulement la marchandisation intégrale de la vie, dont Google est aux avant-postes de cela. Hein. Google qui veut se situer sur tous les champs, hein, que ce soit, c'est pas plus seulement la requête de mots-clés, c'est aussi la voiture autonome, c'est aussi la santé, c'est aussi l'éducation, hein, donc recouvrir tous les champs de la vie. Voilà. Donc induire ce que nous avons dit là, une marchandisation, mais il y a aussi autre chose. C'est le fait que de plus en plus, il y a des capteurs dans le monde de l'entreprise, hein, et qui permet à des systèmes d'évaluer en temps réel ce qui est nommé les mesures de performance du personnel, et qui rétroagissent et qui disent au personnel, faites telle chose plutôt que telle chose en fonction d'équations algorithmiques. Ouais. Alors allez vous opposer à des équations algorithmiques qui vous disent faites telle chose plutôt que telle chose. Mais ce monde de Minority Report, vous connaissez le film. Bien sûr, bien entendu. Il avait vu juste, je dirais, avant ce que nous disons aujourd'hui. Oui, là c'était Philippe. Oui. Mais est-ce que c'est pas extrêmement pessimiste votre vision du monde? Écoutez, parce qu'on peut dire quand même que les objets connectés apportent aussi une certaine forme de progrès, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est pas que négatif. Alors, vous avez bien raison de poser la question. Le numérique apporte plein d'avantages. Je ne nie pas, ce serait grotesque de nier cela. Par exemple, réserver un billet de train en quelques secondes ou un billet d'avion. Ça rend la vie quotidienne plus facile. Et c'est évident. Mais je le redis, nous entrons dans un autre moment. Hein. Et la quantification de la vie, c'est-à-dire, nous ne sommes plus dans la seule numérisation de l'écrit, du son, de l'image. C'est la vie qui est collectée. Hein. La vie est le réel. Et cela induit une telle puissance de pénétration de la connaissance des comportements et la possibilité, pour ce que je nomme le technolibéralisme, de faire feu de tout bois. C'est-à-dire la connaissance de nos transports, de nos attitudes en entreprise, de nos habitudes dans les domiciles. Tout cela est appelé à faire l'objet d'une monétisation, d'une marchandisation. Est-ce que cela est un modèle de civilisation qui doit nous faire rêver? Eh bien, non seulement il ne fait pas rêver, mais moi je le condamne. Et vous venez de parler du mot technolibéralisme. Dans votre livre, vous parlez même de technolibertarisme. Et vous y allez fort parce que vous écrivez, je vous cite, le technolibertarisme relève de la criminalité qui produit une génération d'entrepreneurs faisant de la violation des lois et des règles un mode de vie. Eh bien, vous m'avez bien lu, absolument. C'est-à-dire que cette industrie du numérique d'esprit siliconien, qui est partout célébré, qui est supposé être un libéralisme solaire, hein, qui permet à tout le monde de s'épanouir, que ce soit les start-upers visionnaires, le collaborateur créatif ou cette image qu'on a de l'entreprise californienne. Voilà, ou du travailleur indépendant qui n'est pas du tout aussi indépendant que ça. Quand on voit de près les méthodes managériales qui sont à l'œuvre, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces indépendants-là ne font qu'en rétroagir une fois de plus à des systèmes, que la fabrication du hardware, nous le savons, dans les usines asiatiques, ce sont des conditions déplorables, que les conditions managériales supposées être cool, eh bien, il y a une pression, même jusque dans les start-up, hein, c'est le nouveau mythe de notre temps, la start-up, mais les conditions de travail sont extrêmement difficiles, des pressions horaires, et souvent avec des stock options plutôt que des salaires, sur des projections hypothétiques, puisque 9 start-up sur 10 échouent, et en plus, cette industrie du numérique, les géants du numérique, nous le savons, montent des opérations complexes, enfin des montages très savants, de façon à se soustraire à l'impôt. Alors ça fait beaucoup pour une industrie qu'on ne cesse de célébrer de par le monde. Quand on voit de plus près, on se dit là, il y a des méthodes dont beaucoup de pratiques relèvent de l'illégalité, voire de la criminalité en sweatshirt. Et alors, oui, comme vous le dites. Alors il y a une autre chose aussi qui est très intéressante dans votre livre. Vous dites que cette technologie part du principe que notre raison humaine est défaillante, qu'il faut plutôt nous surveiller et corriger nos défauts et nos erreurs. C'est ce que vous appelez donc le technolibertarisme. C'est très important, une fois de plus, ce que vous dites. C'est-à-dire que la vision de l'industrie du numérique, la vision de la Silicon Valley, est fondée sur le fait que Dieu n'a pas parachevé la création, que le monde est pétri de défauts. Et que la technique va le faire. Exactement. Et que le défaut ultime, c'est nous, c'est vous, c'est moi, nous ne sommes que des déchets. Mais un miracle a lieu aujourd'hui. Les technologies de l'exponentielle vont sauver la Terre entière de tous les défauts. Et par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui est dotée de l'intuition, qui va être de plus en plus dotée d'une sorte d'intuition de vérité, et appelée à nous guider en toute occasion vers la meilleure action possible. C'est ça l'intelligence artificielle, au-delà de sa complexion technique. C'est une puissance technologique qui est censée supposer mieux voir les choses, mieux nous conseiller que notre propre intuition sensible des choses. Et certains, par exemple, comme Elon Musk, qui est le patron de Tesla, il va même plus loin, parce que lui, il fait partie de ce qu'on appelle les transhumanistes. Lui, il veut annihiler la mort pour accéder à l'éternité. Donc ça, c'est le rêve absolu. C'est ça, c'est les super-héros qui sont dotés d'un esprit de toute puissance et qui s'imaginent que ces technologies numériques sont tellement dotées de pouvoirs quasi absolus, voire magiques, eh bien, le propre du vivant, c'est-à-dire le terme, même cela va être
être éradiqués au profit d'une vie éternelle. Mais vous savez qu'aussi, quand ils disent vie éternelle, c'est l'idée de télécharger le cerveau sur des puces. Enfin, on est dans un réductionnisme, comme si le corps se réduisait seulement au cerveau. Il y a la vision, la vision de la Silicon Valley procède d'un réductionnisme, c'est-à-dire l'idée que la technique va sauver le monde et que tous les problèmes du monde vont être résolus par les technologies numériques. C'est un simplisme et un réductionnisme. Alors on l'a bien compris, c'est un livre engagé, c'est un manifeste, parce que vous appelez aussi au réveil politique des citoyens. Vous dites qu'ils sont soumis à ce social-libéralisme, là on est en plein dans la politique. Et comment justement devrait réagir le citoyen? Vous proposez un plan et vous dites qu'il faut refuser. Nous devons refuser même d'acheter tous ces produits, tous ces objets connectés, tous ces capteurs. Oui. C'est possible? Oui, alors écoutez, pour ma part, j'en appelle déjà à la mobilisation de toutes les forces de la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations de consommateurs, les associations de parents d'élèves, mais également pour ma part, j'en appelle au nom du franchissement de seuil qu'induisent les objets connectés, le refus de l'achat d'objets connectés. Et il ne s'agit pas de casser les machines, il s'agit de faire en sorte qu'elles soient mises au rebut, que les productions, elles restent dans les entrepôts. Moi, je ne veux pas de puces électroniques dans mon lit, je ne veux pas de balance connectée, et je ne veux pas de système d'assistanat de la vie, vous savez, comme les assistants personnels Siri d'Apple ou Google Now, qui sont appelés continuellement à me dire la bonne action à adopter afin de répondre à des intérêts privés. Cela, je ne veux pas. Moi, j'appelle au refus de l'achat de tous ces objets. Vous ne craignez pas que le combat est perdu d'avance et que la partie va être inégale? Probablement, mais alors ce serait quoi? Ce serait d'être dans le renoncement et accepter que ces personnes qui ne cessent de dire qu'elles veulent craquer le système et transformer le monde en vue d'assouvir leurs seuls intérêts. Donc nous allons, nous, société démocratique, accepter cela dans une passivité? Je ne le crois pas. Au moins, devons-nous agir, et c'est ce que je fais, notamment par le biais de ce livre. Ce livre dont je rappelle le titre, La silicolonisation du monde, je l'ai bien prononcé, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique. On peut dire aujourd'hui, Éric Sadin, que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte? D'une certaine façon, je le pense, et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup à l'avenir. Merci beaucoup. Je renvoie à ce livre très très intéressant pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout le monde qui nous attend.